Bonsoir à tous. Les Togolais, dans leur ensemble, étaient allés aux urnes le 25 avril dernier, alors que tout le monde pensait que la page de cette élection présidentielle est définitivement tournée. Visiblement, pour le CAP 2015, il n'en est pas ainsi. Ce mardi 11 août 2015, le CAP 2015 fait une nouvelle sortie médiatique pour fustiger les résultats de cette élection présidentielle, fustiger de façon générale l'organisation de cette élection. Nous avons décidé dans cette émission de revenir sur cela pour comprendre les raisons qui poussent le CAP 2015 à continuer par ne pas accepter les résultats de la présidentielle dernière. Et nous recevons pour en parler la présidente du CAP 2015, Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson. Bonsoir, Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous. J'ai évoqué tantôt en introduction, tout le monde pense ou pensait que l'élection présidentielle est maintenant derrière nous et qu'il faut regarder de l'avenir. Est-ce que pour vous, il en est ainsi? Ce que nous pensons, c'est que nous ne pouvons pas passer en pure perte et profit l'élection présidentielle du 25 avril dernier. Parce que c'est un événement majeur dans la vie d'une nation, et qui plus est, d'une nation comme la nôtre, qui se débat dans une longue crise, hein, et une crise dont il faut sortir. Alors, on ne peut pas laisser les malentendus, les problèmes s'accumuler. Il faut bien que la génération qui est la nôtre arrive à trouver des solutions de fond aux problèmes qui minent notre pays, le Togo. Donc, pour toutes ces raisons, pour vous, ce n'est pas encore une page tournée. Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement lorsqu'on voit la manière dont les choses se sont déroulées? Dans quelle mesure, dans quel pays, avez-vous vu des résultats d'une élection digne de ce nom être proclamée dans les circonstances dans lesquelles l'élection, les résultats de l'élection présidentielle du 25 avril dernier ont été publiés? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer avec la même histoire. Et CAP 2015 s'est donné pour mot d'ordre d'exiger la vérité des urnes. Et nous sommes dans cette démarche-là. C'est pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé le 25 avril dernier, pour qui les Togolais ont majoritairement voté pour conduire leur destinée. Il faut qu'on le sache. Et que, bon, ma foi, on voit comment gérer la suite. Alors, je l'ai dit tantôt, vous étiez en conférence de presse ce mardi 11 août 2015. Vous avez présenté ce mémorandum que j'ai devant moi. Nous allons regarder ce reportage de Roger Améniran qui était sur les lieux, qui nous raconte un peu ce qui s'est passé. Pour sa sortie comparable à une rupture de silence, Jean-Pierre Fabre a préféré le basin bleu à son orange habituel. Près de 4 mois après le scrutin présidentiel, le candidat de CAP 2015 et ses pairs réapparaissent devant les objectifs des caméras. Durant environ 3 heures d'horloge, le décryptage de cette élection. Pour le CAP 2015, les vrais résultats des urnes sont en faveur de l'alternance, mais des principaux acteurs ont opté pour ce que le regroupement qualifie de coup de force électorale, attribuant à nouveau la victoire au candidat du parti au pouvoir, Fornia Singbe. Tout a été fait pour vraiment brouiller les pistes, faire en sorte que on ne s'y retrouve plus du tout. Les éléments de preuve ont été rassemblés dans un mémorandum d'une 60aine de pages rendu public. Sur la sellette, la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle, la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, le parti au pouvoir UNIR et la communauté internationale. L'élection présidentielle
du 25 avril 2015 au Togo est sorti de son cadre légal dès lors que seuls les procès-verbaux de 14 CELI sur un total de 42 ont été examinés en assemblée plénière de la CENI sans être dûment validés avant la proclamation des résultats provisoires. Le vin étant tiré, le bois ou ne pas le boire, le CAP 2015 semble feindre. La responsabilité est renvoyée au peuple. Il ne nous appartient pas de dire au peuple « soulevez-vous ». Mais nous avons l'obligation d'informer le peuple. Aucune armée n'arrête le soulèvement du peuple. Ce n'est pas nous qui lui demanderons de le faire. Je crois que le peuple, en fonction des circonstances, réagit. Interrogé sur sa tournée européenne d'après-élection, Jean-Pierre Fabre a préféré garder les détails, tout en appelant à maintes reprises l'opinion à se référer au mémorandum. S'agissant surtout des élections, une précision lui tenait plutôt à cœur. Point n'est besoin de s'attarder sur la participation au nom de CAP 2015. Et Jean-Pierre Fabre également de rectifier. Autour du fichier électoral, il n'y a jamais eu de consensus, mais plutôt de compromis en vue d'éviter le chaos. Ce sont des conclusions qui disent que le fichier électoral est très mauvais. Et ces conclusions ont fait état de recommandations. Donc ce n'est pas le fichier qui est consensuel, ce sont les conclusions du comité de consolidation du fichier. Ce sont ces conclusions-là qui ont été adoptées de manière consensuelle. Tout porte à croire que la page du scrutin présidentiel est désormais tournée et les projecteurs sont braqués sur les locales. Comme toujours, le CAP 2015 entend veiller au grain pour pallier l'éternel problème de fraude électorale. Mais en attendant, la plaie fait toujours mal. Nous venons de poser l'acte et nous disons au pouvoir, nous sommes prêts à confronter nos données. S'ils sont de bonne foi, s'ils sont honnêtes, nous les invitons à nous asseoir autour d'une table. Voilà, madame, le mémorandum, il est là. C'est un gros document que vous avez quand même produit. Est-ce que vous pensez que cette élection était aussi polluée que ça? Ah ben, écoutez, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous l'avons, c'est une des conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Dans un pays, dans une démocratie digne de ce nom, on aurait purement et simplement annulé la présidentielle. La présidentielle, à défaut de reconnaître la victoire du véritable vainqueur, qui est le candidat de CAP 2015. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme irrégularité. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire. Ce ne sont pas des élections. Il y a eu une grosse farce à laquelle des gens ont participé. Nous avons des informations précises sur qui a fait quoi. Vous verrez que le document le mentionne. Nous avons démontré comment la stratégie a été basée sur le bourrage des urnes. Vous avez en annexe des preuves de ce que nous disons, des bulletins prévotés que nous avons saisis, des procurations qui ont été signées en blanc, alors que cela n'aurait pas dû être fait. Nous avons pris le temps. C'est vrai qu'on a entendu dire toutes sortes de choses, mais notre stratégie à CAP 2015 a consisté à se dire, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que nous ayons la patience et la rigueur de rassembler toutes les preuves, de les vérifier et de produire un document qui soit un document consistant. Et je dois dire que nous sommes assez satisfaits de ce que nous avons fait. Maintenant, nous estimons que le voile
est levé un peu sur la vérité de ce qui s'est passé. Justement, est-ce que c'est juste ce que vous espérez faire, dire qu'il y a eu des fraudes, ou vous avez d'autres intentions derrière ce que vous faites là? Parce que nous avons voté, ça fait quand même plus de 3 mois déjà. Ben oui. Et alors, je ne comprends pas le sens de votre question. C'est parce qu'il y a 3 mois que nous avons voté. Oui, justement, parce que ce résultat ne sert à rien. Ça ne peut plus rien changer. Mais vous trompez. Vous vous trompez. Cet acte-là que nous avons posé aujourd'hui, cette semaine, je veux dire, est un acte fondamental. C'est un acte qui nous permet de reprendre de plus belle la lutte et qui nous garantit que nous arriverons à cette alternance-là. Vos collègues ont posé la question à la conférence de presse de savoir, entre autres, quel est l'effet que nous attendons de la publication de ces mémorandums. Et nous avons répondu que nous en attendons beaucoup. D'abord, il le fallait pour faire une mise au point, pour clouer le bec une fois pour toutes aux mauvaises langues qui pensent que l'opposition est un mauvais perdant, qui n'accepte jamais les résultats des élections. Les gens verront que nous ne racontons pas des histoires. Et puis, laissez-moi vous dire, comment voulez-vous qu'on bâtisse quelque chose de solide sur du faux, sur un gros mensonge? Nous ne pouvons quand même pas tous continuer à faire comme si ceux qui sont des autorités de fait, ceux qui se sont imposés, ont véritablement été élus par les Togolais. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les autorités en place, malheureusement, n'ont ni légitimité, ni légalité. Et c'est triste pour nous tous, c'est triste pour notre pays. C'est quelque chose qui nous interpelle tous. On ne peut quand même pas fermer les yeux et penser que nous avancerons sereinement, que ce pays va se développer. Et c'est trop facile de dire ce qui est important, c'est le développement, c'est construire. Mais que voulez-vous construire? Quel pays voulez-vous développer? Que voulez-vous développer dans le pays quand vous avez en face de vous un régime qui n'a qu'un seul souci, qui est de garder le pouvoir? Madame Adjamabo, quand vous entendez aujourd'hui la plupart des journalistes, même les gens un peu éclairés, tout le monde vous dit que le disque que vous êtes en train de jouer est un peu rayé déjà. Ben, si on me dit que le disque est rayé, moi je dis non. Je dis non. Parce que le contraire serait étonnant. Le disque a été renouvelé. Si jamais le CAP 2015 disait, ah oui, Faure Gnassingbé a gagné, ça aurait été étonnant et suscité débat. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, ce n'est que la vieille rengaine, excusez le terme, que vous ramenez. Ce n'est pas une vieille rengaine dans la mesure où nous avons des preuves à l'appui. Voyez, par le passé, voyez, vous disiez toujours avoir des preuves. Tout ce qu'il y a en annexe de ce document, eh bien, celui qui pense que ça participe de la vieille rengaine, eh bien, on le met au défi de venir s'asseoir en face de nous et de nous démontrer qu'on ne doit accorder aucune importance à ce que nous avons écrit et aux preuves que nous apportons. C'est un document qui nous permet d'établir sans aucune contestation possible pour vous ce qui s'est passé. Mais tant mieux, au moins le document aura l'intérêt. Parce que vous ne représentez qu'une partie des Togolais, et il y a encore une bonne partie qui pense que l'élection dernière a été l'une des plus propres qui existent. Et il faudra peut-être tenir compte de leur opinion également. Monsieur Niaoui. Ceux-là qui pensent que ces élections ont été des élections propres, eh bien nous les mettons au défi. Nous avons sorti notre document et nous avons fait l'effort de le produire. Qu'on s'asseye et que, point par point, il nous démontre que
nous avons eu tort. Ce document aura servi au moins à ça. Mais au-delà d'établir la vérité, qui est quelque chose de fondamental, c'est un support désormais pour la lutte qui va se poursuivre. Il faut absolument informer ce peuple. Il faut lui ouvrir les yeux. Le document permet de mieux comprendre encore la nature de ce régime et l'un des mécanismes par lesquels il se perpétue. Et c'est important que les Togolais y aient accès et que chacun prenne ses responsabilités. Madame Dans nos conclusions, Djamagbo, oui. nous appelons le peuple à prendre ses responsabilités. Et nous réaffirmons. Oui, mais quelle autre responsabilité le peuple peut prendre que celle d'aller voter? Et c'est ce que le peuple a fait le 25 avril. Le peuple est allé voter. Quand vous votez et qu'on vous démontre ce qui a été fait de vos suffrages, eh bien, je suis désolé. Je suis désolé. Ce peuple qui sait ce qu'il veut doit se remobiliser. En tout cas, rien ne se passera. Aucun changement n'interviendra sans le peuple. C'est-à-dire que vous sentez aujourd'hui que le peuple s'est démobilisé, c'est ça? Le peuple est en attente de quelque chose. Et c'est aussi par sens de responsabilité, par devoir, parce que nous avons ce sentiment-là que légitimement, le peuple est en droit d'attendre quelque chose de nous. Et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait et nous sommes convaincus que ça va le motiver de plus belle et qu'ensemble, nous reprendrons la lutte. Nous reprendrons la lutte. L'alternance, on n'a pas le choix, il nous la faut. Et je dis au-delà même de l'alternance, il faut que nous comprenions que jusqu'à présent, nous avons organisé des élections. Nous avons cru que à travers les élections, le peuple pouvait choisir ses dirigeants, que le pouvoir pourrait changer de main, alors que il apparaît que le pouvoir n'a même jamais été mis en jeu par ce régime qui l'a confisqué et qui le tient de manière très ferme. Alors vous voulez, dans ces circonstances-là, dans ces conditions, vous voulez qu'on accepte tout bonnement le fait accompli et qu'on refuse de se battre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, monsieur. Alors, je reviendrai à une chose que beaucoup ont dit. Aujourd'hui, quand vous sortez ce rapport pour montrer que l'élection présidentielle dernière a été une élection, parce que je lis le titre du mémorandum, vous avez dit mémorandum sur le coup de force électorale d'avril 2015, ça veut dire pour vous, vous le considérez comme un coup de force. On peut se dire, on vous a prévenu. On vous a dit que vous alliez dans un combat de David contre Goliath. Qui nous a prévenu? Tout le monde vous a dit que les dés étaient pipés, que tout était joué d'avance. Vous mettez quoi dans tout le monde? Vous mettez quoi? Vous mettez qui? Les gens qui poursuivent des intérêts partisans et qui adoptent une certaine position parce que vous pensez que quand le choix n'est pas tombé sur eux d'être le candidat unique de l'opposition. Même si c'est eux qui le disent, oui, ils avaient quand même leur raison de le dire et aujourd'hui, apparemment, vous leur donnez raison. Alors, ils avaient quelle alternative? Quelle alternative ils proposaient en suggérant qu'on ne participe pas à ces élections? Est-ce qu'au regard de tout ce que vous dites aujourd'hui... Et d'abord, laissez-moi vous dire, oui, qu'est-ce que c'est que ce genre de boycott dans lequel on participe cependant d'une manière ou d'une autre à l'organisation des élections? C'est-à-dire? Quand vous boycottez les élections, vous ne participez pas à la structure qui est censée organiser. Vous êtes en train de parler du CAR qui était à la CENI. Et vous ne participez pas, vous n'entérinez pas. Est-ce qu'ils n'y sont pas de droit? Est-ce qu'ils ne sont pas là-bas de droit parce que les tests leur autorisent à être là-bas puisqu'ils sont à l'Assemblée nationale? C'est aussi un droit que de se présenter aux élections. C'est aussi un droit auquel ils ont renoncé. Et pour être cohérent, il fallait qu'ils renoncent
aussi, il fallait qu'il ne soit mêlé en rien du tout dans l'organisation de ces élections. Mais le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'en réalité, ils se sont comportés comme des alliés de ceux qui ont opéré le coup de force. Ils ont participé au coup de force. Mais ça ne vous décharge pas aujourd'hui, Madame peut-être sans en avoir conscience, ça ne décharge mais pas, ils y ont participé. Ça ne décharge pas le CAP 2015 aujourd'hui de se dire on a été prévenu, on savait qu'on allait se cogner la tête contre un mur. Je dois vous dire que si c'était à recommencer, nous referions exactement la même chose. Est-ce que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes résultats? Les mêmes causes produisent les mêmes résultats dans les mêmes circonstances. Vous êtes allé à des élections sans les réformes, le cadre électoral, le cadre judiciaire et juridique et tout n'était pas en place et vous y êtes allé quand même. Monsieur Niaoui, dites-moi ce que les réformes auraient résolu au vu de ce que nous avons vu. C'est vous qui les avez clamés. Est-ce que les réformes auraient empêché que des hommes en armes débarquent à la ce que vous êtes en train de nous dire, si on avait des élections nos représentants de faire leur devoir. Si on avait des élections à 2 tours, oui, ça n'aurait rien changé quand même. Les choses auraient été comme ça. Qu'est-ce que vous pensez que ça aurait changé à votre avis? Ça n'aurait rien changé. Ce qui est en jeu, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le problème qui se pose, c'est d'emmener les tenants du pouvoir, ceux qui l'ont confisqué, à comprendre qui doit le remettre en jeu. Est-ce que ce n'est pas le discours d'un défaitiste que vous êtes en train de dire? Au contraire, c'est le discours de quelqu'un qui combat, qui a des objectifs très clairs et qui reste constant et qui, malgré les péripéties, poursuivra son combat. Pourquoi parlez-vous de défaitiste? Parce que quelqu'un qui a perdu va accuser tout le monde d'avoir participé à sa défaite. C'est la défaite de tout le Togo. Et c'est, je dirais même la honte de tout le Togo. C'est la honte de tout le Togo. Et nous avons le devoir de montrer que cette situation-là doit changer. Que plus jamais cela ne se reproduira. En tout cas, si on prend le mémorandum, Madame Adjamagbo, on voit que toutes les institutions qui participent à l'organisation de cette élection, vous les avez épinglées toutes. C'est-à-dire pour vous, aujourd'hui, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la CENI, que ce soit la HAC, que ce soit les organisations de la société civile, même la communauté internationale, aucune n'est crédible. Mais écoutez, nous n'avons fait... Nous allons revenir en détail sur chacune de ces institutions. Nous n'avons fait que décrire la réalité. Oui, mais est-ce que vous êtes en train de dire qu'aucune n'est crédible? Nous avons analysé le rôle de chacun, c'est tout. Nous n'avons rien inventé. Et nous le redisons, nous sommes clairs là-dessus. On est prêt à discuter de ce document. On est prêt à discuter. En introduction de votre document, je vois que vous prenez pour appui la façon dont les résultats ont été communiqués le 28 avril. Est-ce que là, ce n'est pas l'argument le plus faible que vous prenez? Parce qu'on a vu Tafa Tabiou aller à la télévision, être hésitant, et pour vous, ça suffit pour dire « Ah tiens, il y a quelque chose qui ne va pas ». Non, non. Monsieur Niaoui, donc vous n'avez pas saisi. Non, parce que la salle a été fermée. Toute la portée de ce qui s'est passé. La salle a été fermée aux gens du CAP 2015. Le fait qu'il a été hésitant, à la limite, ce n'est que anecdotique. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a plus grave, qu'on ait proclamé les résultats de ces élections alors même que la plénière de la CENI n'a pas fini de siéger. Alors même que ce sont seulement quelques résultats de CENI qui ont été examinés et qui plus est sans avoir été adoptés. Alors même qu'on n'a pas cru devoir inviter tous les membres de la CENI au complet. Et tout ce que je vous cite là, ça va à l'encontre des dispositions du code électoral. Ça va à l'encontre des directives que la CENI elle-même s'est donnée. Ça va à l'encontre de l'accord qui a été signé à la veille des élections. C'est ça qui est plus grave. Ce n'est pas le fait d'avoir hésité.
ce n'est que un petit détail qui montre à la limite que le pauvre, eh ben, on lui a mis entre les mains quelque chose qu'il n'a pas conçu et qu'il n'a pas eu le temps de s'approprier. Mais ce qui s'est passé montre que ces élections sont sorties tout simplement du cadre légal. Et c'est pour ça qu'il faut en conclure que les autorités actuelles n'ont même pas la légalité. Nous nous retrouvons dans la même situation qu'en 1998. Et c'est là que nous ne comprenons malheureusement pas qu'il n'y ait pas la même cohérence de la communauté internationale. Mais c'est juste un constat que nous faisons en passant, parce que nous avons conscience que ce n'est pas autrui qui le fera à notre place, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, et nous sommes en train de prendre nos responsabilités, nous sommes en train de les assumer. Revenons maintenant sur la deuxième institution qui est la Cour constitutionnelle. Vous écrivez que la Cour constitutionnelle, qui comme toujours prend le parti du régime RPT UNIR, a validé le coup de force en entérinant des résultats provisoires comportant des chiffres faux et incohérents. Or, vous n'avez pas déposé de recours, alors que la loi vous y autorise. Heureusement que nous n'en avons pas déposé. Et vous y contraint même si vous avez des griefs contre les résultats. A posteriori, la Cour nous dit, vous avez raison de ne nous avoir pas saisis. Vous avez vu la manière dont ces résultats ont été entérinés, alors même qu'il pouvait se poser un problème de recevabilité. Je dis bien recevabilité, sans même aborder le fond. De ces résultats qui ont été transmis sans la signature de 5 commissaires. Il y avait la majorité. Il y avait la majorité. 12 personnes ont signé. 5 personnes ne peuvent pas paralyser le travail d'une institution. Il y avait la majorité, d'accord. Parce que la CENI fonctionne à la majorité. Mais la majorité représentant un seul camp. Non, il y avait la pas majorité que représentant un seul camp. Il y avait le CAR qui était dedans, il y avait la société civile qui était là. Malheureusement, ceux qui étaient présents se sont rangés sur UNIR. Et il faut appeler un chat. Est-ce qu'il s'agit d'une question de se ranger? Bien sûr, parce que moi, en âme et conscience, sans même être impliqué politiquement, sans même être partisane, je ne vois pas comment j'aurais pu entériner ce genre de choses sans me poser la question. Sans poser de questions. Et même quand on se dit société civile, écoutez, on a au moins le devoir de faire en sorte qu'il y ait une certaine objectivité dans ce qu'on fait. Et dans ce cas, j'aurais essayé, moi, de faire en sorte que ne soit pas écartée une partie des protagonistes. Je l'aurais essayé avant d'en conclure que c'était une mission impossible. Est-ce qu'on pouvait les obliger à venir? Obliger qui? Lorsque mais les gens ne demandaient, qui étaient ils ne demandaient même comment, monsieur, comment, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé? Vous n'avez pas compris que M. Pedro Amouzou et ses autres collègues, vous n'avez pas compris qu'ils ne demandaient qu'à être associés au travail de la CENI jusqu'au bout. Ils attendaient que la plénière reprenne. Quand ils ont appris qu'au lieu de plénière, les résultats étaient en train d'être proclamés, vous n'avez pas compris, mais ils ne demandaient qu'à être associés jusqu'au bout au travail de la CENI, comme les présidents du Ghana et de la Côte d'Ivoire le leur avaient demandé. Bien sûr. Et donc, dans ces circonstances-là, il faut appeler un chat un chat. Je pense que si nous voulons avancer dans ce pays, il faut qu'on apprenne à se dire les vérités sans animosité. Oui, justement, vous dites... Sans vouloir régler des comptes avec qui ce soit. Vous dites vos vérités aux gens, mais quand on vous dit, vos vérités, vous ne les acceptez pas. Mais nous sommes dans cette dynamique-là. Nous sommes dans cette dynamique
dites-moi ma vérité et je verrai si elle est vérité, je l'accepterai. Je l'accepterai. Et là, nous sommes en train, par exemple, de parler de la Cour constitutionnelle où tout le monde sait que la CENI, qui avait déjà la majorité, 12 personnes quand même, est en droit d'apporter les résultats à la Cour constitutionnelle et elle acceptera. Vous posez le problème de recevabilité. Ce que les textes disent, ce que les textes disent, les résultats qui doivent être transmis, doivent être signés de tous les membres de la CENI. C'est ce que demandent 100%. les textes. Et on a présenté, à ce que je ne sache, aucun résultat à qui que ce soit, à aucun de nos représentants pour être signé. Voilà où se trouvent les anomalies. Et ça pose un problème de recevabilité, de crédibilité pour être dans oui, mais les tests de loi, Mme Adjamagbo, n'ont pas dit que les 17 doivent avoir signé d'abord. Il faut la majorité. Non. Parce que les 17, vous savez très bien qu'ils ne seront jamais d'accord puisqu'ils sont de partis différents. Mais ce n'est pas seulement un cas togolais, dans tous les pays c'est pareil. Lorsqu'il y a une élection, l'opposition dit non, l'opposition ne signe pas, ça n'empêche pas la Cour constitutionnelle de faire son travail. Dans ce cas, M. Niaoui, à supposer que les 5, par mauvaise foi, aient refusé de signer, ce qui n'est même pas le cas, puisqu'on ne leur a présenté, on ne leur a rien présenté du tout à signer. Vous subodorez, oui. À supposer, mais écoutez, le minimum que la Cour constitutionnelle puisse faire aussi, c'est de se dire, ah, il y a peut-être un problème. Vérifions si ceux-là, ils ne sont pas de mauvaise foi ou pas. Et ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'ils regardent, qu'ils remettent en cause vraiment les procès-verbaux de CELI qui ont accompagné les résultats. Et qu'ils aillent même, comme la loi les y autorise, jusqu'aux urnes, qu'ils fassent des vérifications. Oui, mais la Cour constitutionnelle nous a dit qu'elle a elle-même dépêché des observateurs qui ont observé cette élection-là. Quels observateurs? Et même au-delà de ça, recruter où? Recruter comment? Au-delà de ça, Mme Adjamagbo, la loi vous a donné la permission de faire un recours, vous ne l'avez pas fait. Sur quoi vous voulez que la Cour constitutionnelle travaille? S'il n'y a pas de recours, si personne n'a déposé de recours, je suis désolé. Si personne n'a déposé de recours, sur quoi la Cour constitutionnelle peut-elle travailler? Je suis désolé. Si personne n'a introduit un recours et que on voit par ailleurs que des gens n'ont pas signé, eh bien, c'est déjà un indicateur. 12 devrait mettre la puce à l'oreille. Parce que le rôle de la Cour constitutionnelle, entre autres, c'est de s'assurer que tout s'est passé selon la loi. Oui, malgré que vous n'avez pas déposé de recours, malgré que vos représentants n'ont pas signé, on a quand même vu la Cour constitutionnelle remettre en cause 3 CELI et expliquer pourquoi les choses se sont passées comme ça. J'aurais aimé qu'avant de décider de remettre en cause uniquement 3 CELI sur des petits points, et avant de tripatouiller les résultats, de s'autoriser à corriger ce qui lui a été transmis. Nous sommes en train de parler de la Cour constitutionnelle. Elle est habilitée à le faire. Oui, mais quelle vérification, quelle investigation elle a eu à faire pour corriger? Nous ne sommes pas dans le secret pour le savoir. Maintenant, on sait qu'elle n'est pas allée jusqu'aux urnes. Comment vous le savez? On le sait. Comment vous le savez? Ils disent qu'ils avaient des observateurs dans les CELI. Ah bon, les observateurs ont regardé dans les urnes. Il y a des observateurs. Vous avez vos représentants dans les bureaux de vote, Mme Adjamagbo. Vous allez venir tout de suite. Ah ben oui. Parce que vous êtes en train de parler. Nos représentants, il faut les féliciter, M. Niaoui. Oui. Parce que je vous assure que ça n'a pas été facile pour la plupart d'entre eux. Ils se sont battus. Ils se sont battus et heureusement d'ailleurs. C'est ça qui nous permet d'avoir les éléments que nous avons. En ce qui concerne les observateurs, retournons à ces observateurs. Il ne faut surtout pas que l'on ait l'impression que nous sommes contre la société civile.
Mais moi, je voudrais lancer un appel. Non, là, nous parlons d'abord des observateurs de la Cour constitutionnelle. Nous allons venir à la société non, civile. Non, oui, nous allons y venir. Nous ne sommes pas encore à la société civile. Oui. Ce que je veux dire au sujet des observateurs de la Cour constitutionnelle vaut également pour les observateurs de la société civile. Nous sommes dans un système qui est tellement pervers qu'il arrive à tout instrumentaliser. Et l'observation électorale que les responsables de la société civile croyaient bien faire, en s'inspirant d'une méthode qui a fait ses preuves ailleurs, notamment au Ghana. Je peux vous dire que cette observation a été instrumentalisée. Mais qui on a recruté comme observateur? Nous y reviendrons tout à l'heure. Qui on a recruté comme observateur? Nous y reviendrons tout à l'heure, madame. C'est des militants d'UNIR. Je voudrais qu'on aille méthodiquement. C'est des gens qui sont à la solde d'UNIR, qui ont écouté les appels au secours, qui ont assisté aux cris de détresse de nos militants, mais qui sont restés impassibles. Je vois que vous avez envie d'en parler, mais nous y reviendrons. Je lis également dans votre rapport, en particulier les régions centrales de la Kara des Savanes sont les zones de prédilection des intimidations, achats de conscience, bourrage d'une. J'avais envie de vous demander là-bas où étaient vos militants, vos représentants dans les bureaux de vote, parce qu'il nous souvient que vous avez promis sécuriser le vote. Et vous avez demandé à chaque Togolais de participer à raison de 15 000 francs CFA, ce qui faisait 135 millions. Je ne sais pas si vous avez eu le total de 135 millions, mais qu'est devenue la sécurisation du vote? C'est parce que justement nous avons pris des dispositions, que nous avons pu avoir des éléments sur ce qui s'est passé. Vous promettez au peuple de sécuriser les votes, c'est-à-dire pour vous, les votes qui sortiront des bureaux de vote, si nous comprenons la sécurisation, c'est-à-dire les résultats que les bureaux vont donner seront les résultats publiés. Et finalement, vous nous dites que nous n'avons pas réussi à le faire, et tout parce que nos militants ont été chassés, nos représentants ont été chassés des bureaux de vote, il y a eu des bourrages et tout. Or, vous étiez censé sécuriser. Vous savez que nos militants ont arraché des bulletins prévotés des mains des gens qui essayaient de les introduire dans les urnes. Ils en ont arraché, c'est pour ça qu'on a pu avoir des preuves. Mais que vouliez-vous qu'ils fassent d'autres? Nous, on n'est pas armés, on n'a pas d'hommes armés, cagoulés à envoyer dans chaque bureau de vote. Et puis, laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne comprends pas quel est le sens de cette démarche-là dans laquelle vous vous inscrivez et qui consiste à laisser tranquille, à ne demander aucun compte à ceux qui, au grand jour, ont eu des pratiques qui sont des pratiques de fraude, des pratiques antidémocratiques. Nous en avons, Madame Adjamabo, reçu beaucoup. J'en ai moi-même reçu beaucoup. Vous leur avez demandé des comptes? Ils ont donné leur raison. Ah, oui. Et tout ce que vous dites, c'est aux antipodes de ce qu'eux, ils ont dit. Ah ben écoutez... Alors justement, j'ai le plaisir de vous avoir aujourd'hui. Il faut que je comprenne également pourquoi vous avancez dans ces accusations contre ces personnes-là. Je vois que vous étiez pressé de parler de la société civile. On va y venir maintenant. Cette société civile, notamment, vous avez accusé dans votre rapport la CNSC 67, c'est-à-dire la Concertation nationale de la société civile, qui, à travers la plateforme Synergie citoyenne pour des élections démocratiques, a fait de l'observation et a donné des résultats qui, à une différence de 0,00, étaient quasiment les mêmes que les résultats donnés par la CENI. Qu'est-ce qui vous pose problème dans cela? Ce qui me pose problème, c'est que cette société civile s'est laissée piéger, s'est laissée instrumentaliser, je le disais tantôt. Il y a beaucoup de bonne volonté. Ils ont voulu utiliser une méthodologie qui a été expérimentée ailleurs avec succès. Mais ce ne sera pas la première fois que le régime que nous connaissons là serait allé chercher quelque chose de très bien, quelque part, pour en faire un usage en réalité qui donne le résultat contraire au résultat qu'il a donné ailleurs. On est conscient. Mais ce qui m'étonne, c'est que cette société civile n'ait pas pris des dispositions pour minimiser un tant soit peu cette instrumentalisation. Il nous revient
que la plupart de ces observateurs sont connus comme des gens qui émargent chez UNIR et donc qui ont joué le jeu de UNIR. Nos délégués ont appelé à la rescousse au moment où ils étaient en train d'être chassés. Ils ont appelé à la rescousse des observateurs qui n'ont rien fait. Ils ont appelé à la rescousse les forces de sécurité aussi. Mais que voulez-vous que les gens fassent d'autre? C'est des humains. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et moi, je ne blâmerai aucun représentant de CAP 2015. Là, je vois dans votre rapport, c'est surtout la CNSC 6-7, quand je lis au niveau de la société civile, vous dites une organisation incapable de produire la liste de ses membres. C'est une organisation dénommée Concertation nationale de la société civile, Synergie citoyenne pour des élections démocratiques, que l'UE a accompagné et financé, cautionnant ainsi la parodie d'observation électorale. Mais elle n'était pas aussi seule. Il y avait d'autres observations, d'autres organisations qui ont fait des observations et qui sont parvenues pratiquement à la même chose. Bien sûr. Madame Diamago, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est parce que ces organisations n'ont pas dit « Ah tiens, le CAP 2015 a gagné qu'il y a problème ». Moi, je vais vous dire une chose. L'observation électorale, telle qu'elle se pratique en Afrique depuis quelque temps, elle doit être remise en cause. De fond en comble, elle doit être repensée. Quel est le problème? Ce n'est pas vrai uniquement. Ce n'est pas vrai uniquement pour le Togo, mais cette observation se déroule dans des conditions qui sont telles que, en réalité, elle ne voit pas grand-chose. Elle ne voit pas grand-chose et il faut la repenser. Moi, je connais des institutions sérieuses qui ont refusé de travailler ici, de faire de l'observation. Lesquelles, par exemple? L'institution de l'ancien président des États-Unis, qui a refusé, qui est venu au Togo ici, qui a évalué les conditions dans lesquelles les élections allaient se dérouler et qui finalement a refusé de pratiquer l'observation. Et je pense qu'il y a une réflexion à mener de manière générale sur la façon dont l'observation électorale est conduite. Pour en revenir à l'observation électorale nationale, ce qui pose problème aussi, c'est que cette observation conclut que globalement, les élections se sont bien déroulées. Alors que par ailleurs, on aligne une série de recommandations. Mais si ça s'est bien déroulé, pourquoi faire des recommandations? Elles reconnaissent qu'il y a eu des irrégularités. Qu'est-ce que c'est que cette façon de réfléchir uniquement en Afrique qui consiste à dire, oui, il y a eu irrégularité, il y a eu fraude à la loi, mais ça ne fait rien. On peut fermer les yeux là-dessus. On voit comment ça se passe ailleurs. On voit comment des élections sont annulées ailleurs. Et c'est pour ça que nous avons dit dans une de nos conclusions que, au minimum, si on ne remettait pas le pouvoir, on ne reconnaissait pas la victoire du candidat de CAP 2015, M. Jean-Pierre Fabre, eh bien, pour être sérieux, il fallait reconnaître que ces élections ont caché d'autant d'irrégularités doivent être tout simplement annulées et reprises. Voilà. Ça se fait ailleurs pour moins que ce que nous voyons ici. Il faut le faire simplement 100 fois parce moins. que Jean-Pierre Fabre n'a pas gagné. Mais non. Parce que on est en train d'instrumentaliser la démocratie. On est en train de nier la réalité, une réalité qui est flagrante. Ce n'est pas une question d'individu, laissez-moi vous dire. Tout autre candidat qui aurait été dans la position du candidat de CAP 2015 mériterait d'être soutenu.
Ce n'est pas, ne posez pas le problème en termes comment dirais-je, on ne prend pas parti en faveur d'un homme, mais on prend parti sur la base de principes. Voilà. Vous n'étiez pas le seul candidat de l'opposition à la présidentielle. Il y en avait 3 autres également, Oui. qui, pour certains, Et ont reconnu. citez-moi un seul. Citez-moi un seul J'ai reçu dans qui cette émission est Mme Djamabo reconnu que Jerry tout Tama se qui soit dit, bien déroulé. Jerry Tama dit les résultats que lui, il a en sa possession et les résultats donnés par la CENI sont conformes. Il a en sa possession comment? Jerry Par Tama quel était un candidat à la présidentielle. Écoutez, chacun assume. Chacun assume les propos qu'il tient et les actes qu'il pose. Oui, mais nous avons Et là il un assumera, candidat, chacun nous avons là assumera un devant candidat l'histoire. qui dit moi j'ai participé et les résultats qui m'ont été rapportés par mes représentants sont conformes aux résultats donnés. On tourne la page et on continue. Monsieur Niaoui, je le laisse face à ses responsabilités. Vous estimez qu'il ment? S'il fait le choix de cautionner la comédie, la farce, le mensonge, ok, chacun est libre de faire ce Il qu'il le veut. ferait à quelle fin? Il était candidat. Je n'en sais rien. Il Vous pouvait lui- réclamer, vous lui il pouvait poserez la question. réclamer, Madame Adjamagoué pouvait réclamer la victoire pour lui, mais il a dit non, je reconnais ma défaite et je reconnais la victoire de celui qui a gagné. Honnêtement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Comment pouvez-vous raisonner de la sorte? Je ne Comment raisonne pouvez-vous pas. raisonner de la Je ne sorte? raisonne pas, je Il vous sait, apporte des preuves il sait, d'autres il sait. personnes qui ont participé à cette élection au même titre que vous et qui, eux, disent l'autre, il a gagné. Ben oui, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en position de pouvoir gagner. Nous savons, c'est ça qui fait la différence. Nous savons que c'est notre candidat qui a gagné. Voilà, c'est toute la différence. Oui, mais alors Et elle est énorme. ce que dit par exemple Jerry Tama, Et elle est qui énorme. était aussi candidat, qui est de l'opposition, il faut qu'on le rappelle, il est aussi de l'opposition. Oui, mais ça veut dire quoi, être de l'opposition? Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire quoi? Mais chacun peut se déclarer être de l'opposition. Mais la question est de savoir si on poursuit des objectifs qui sont vraiment des objectifs que un opposant devrait poursuivre face à une dictature. Voilà. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, Oui. c'est qu'au grand jamais, unir ou Fort Nyasingbe ne peut jamais gagner face à Jean-Pierre Fabre? Ce que je vous dis, c'est que tel que ces élections se sont déroulées, ce n'est pas le candidat qui dit avoir gagné qui a gagné. Alors, quand vous Non, insistez il n'a pas de dit la avoir sorte, gagné. C'est je une suis- institution je qui l'a suis tenté déclaré de vainqueur. penser Oui. que vous essayez de me convaincre que c'est lui qui a gagné. Je ne fais que mon travail de journaliste. Ah non, Je suis vous pose désolée. des questions parce que vous avez sorti un mémorandum. Je vous pose des questions sur la base de preuves ou d'arguments qui m'ont été apportés par d'autres personnes qui étaient assises dans cette même chaise. que vous. Mais vous avez vu ces preuves-là? Je les ai lues. Maintenant, ce que Mais je ne vous peux pas les recommande- prendre comme parole d'évangile. Il faut que Niaoui. j'essaye de comprendre, Monsieur madame. Niaoui, ce que je vous Oui. suggère, hein, Hmm. c'est qu'une fois, maintenant que nous avons sorti ce mémo, Oui. il faut les recevoir à nous. Et vous leur montrez... De toutes les façons, vous c'est leur le montrez principe de cette les émission. Nous tableaux, recevons vous tout ce leur qui est montrez- vous politicien, leur montrez- tout ce qui est candidat ou a été candidat à la présidentielle. C'est ça. Nous les recevons toujours. Vous leur montrez les tableaux avec des taux de participation de 109%, 130%. Vous leur montrez les bulletins prévotés. Vous leur montrez les procurations qui sont signées en blanc. Et puis vous verrez comment ils vont réagir. Je suppose qu'au moment où vous les aviez reçus, vous n'aviez pas tous ces éléments. Maintenant, vous avez des éléments. Eux aussi, ils avaient nouveaux. leur rapport. Vous avez sorti le vôtre. Oui, Eux aussi, ils ont eu leur conclusion à eux. Et Oui. c'est sur la base de cela nous avons oui, travaillé. mais maintenant, est-ce que... Maintenant, est-ce ça, que- c'est vos conclusions à Est-ce vous, que, au CAP est-ce que 2015. vous acceptez? Parce que tout ce que vous avez dit ici, c'est pour dire que c'est Jean-Pierre Fabre qui a gagné. C'est Que tout ce que notre vous avez fait, oui. candidat a gagné, le candidat de Et ça, CAP le contraire, 2015 si vous disiez a le gagné. contraire, ça aurait été étonnant. Mais, Parce que vous prêchez pour votre chapelle, madame. mais comment vous pouvez dire, a priori, nous prêchons pour notre chapelle, Vous aviez un et candidat. vous refusez d'examiner Je n'ai la pas refusé crédibilité des preuves d'examiner, que nous madame. apportons? Je vous pose des questions sur la base de ce que vous m'avez remis.
de ce que vous avez donné comme mémorandum. C'est sur cette cas, base que je vous pose des questions. Je vous renvoie à l'analyse des éléments de preuve que nous apportons et vous verrez. Alors, Vous verrez, je crois que ça mérite au moins que vous interrogiez ceux qui disent avoir gagné. Pour eux c'est une page qui est tournée. Il faut regarder maintenant à l'avenir. Posez-leur la question de savoir comment ça s'est fait que ces bulletins prévotés se retrouvent entre nous. Pour eux, c'est une page qui est tournée et ils regardent maintenant à l'avenir. Oui, mais je suis désolé, ils ne constituent qu'une minorité. Et, vous non plus, vous n'êtes pas la majorité. Nous sommes la majorité. C'est ce que vous dites nous sommes la majorité. C'est ce que vous dites ce qui est écrit dans ce document. La majorité, ce qu'on voit maintenant. Dans les faits. Oui. Oui. Parce que là, c'est quelqu'un d'autre qui est au pouvoir. L'Assemblée, et on sait qui domine à l'Assemblée. Vous n'êtes pas la majorité. Mais c'est une situation qui peut changer, qui doit changer. Ça va changer, croyez-moi. On attendra encore 5 ans pour aller à la présidentielle. Le Togo en a besoin. On ira à une nouvelle présidentielle dans 5 ans. Écoutez, nous, tout ce que nous savons, c'est que la lutte continue. Est-ce que vous avez une autre manière, c'est-à-dire vous êtes en train de prôner une autre manière de venir au pouvoir, c'est ça? Qu'est-ce que vous me dites là? Parce que la Constitution ne reconnaît que l'élection pour amener quelqu'un au pouvoir. Oui. On a voté, on attend encore 5 ans pour voter. La Constitution ne reconnaît pas les fausses élections, les élections fraudées. Elle ne reconnaît pas, elle n'a pas dit qu'il faut des élections fraudées. Alors parce que la Constitution ne reconnaît que les élections, quelqu'un a réussi à frauder parce qu'il a tous les moyens et je dois me taire et attendre qu'un beau jour il veuille bien renoncer à frauder. Mon rôle, c'est de me battre. Si on continue, toujours avec le mémorandum, puisqu'il est assez grand, je l'ai dit, quand on voit les CELI que vous incriminez, il y en a eu 18, j'ai essayé de voir, c'est pratiquement les CELI du Nord. Pourquoi vous avez fait ça? Pour vous, au Sud, tout est nickel, parce que là-bas, vous dominez? Monsieur Niaoui, si vous nous avez suivis... Je rappelle, je n'étais pas à la conférence de presse. Au lendemain des élections, nous avions déjà dit, et d'ailleurs, ça ne venait pas de nous. Lorsque nous avons rencontré les chefs d'État, les membres du comité d'accompagnement de la CELI ont dit eux-mêmes aux chefs d'État qu'en réalité, il y avait des irrégularités partout, dans toutes les CELI. Mais que ces irrégularités étaient plus importantes et particulièrement graves dans un certain nombre de CELI qu'ils avaient mis de côté. Et justement, c'est ça. Ces CELI, c'est pour ça que nous aussi, si vous vous souvenez, nous avons estimé que les irrégularités étant trop graves dans ces CELI-là, nous les avons dans un premier temps sortis. Parce que nous n'avions pas le temps de tout vérifier et de pouvoir préparer un document en si peu de temps. Nous avons fait le choix de tenir compte de ce qui était déjà acceptable. Et c'est ce que nous avons fait. Mais maintenant, avec le temps, nous avons pu vérifier tout ce que nous avions comme preuve. Nous avons pu faire les analyses qu'il fallait. Et c'est ce qui justifie qu'on explique pourquoi, à l'époque, nous avions sorti ces CELI-là. Et pourquoi la CENI elle-même avait mis de côté l'examen des résultats de ces CELI. La CENI avait commencé à travailler là-dessus. Mais vous savez que ce volet de la chose se fait polémique parce que j'avais ici Francis Pedro qui a dit autre chose. J'ai reçu également le deuxième rapporteur de la CENI qui est de la mouvance unique qui disent que la CENI n'a pas vocation à examiner les résultats, elle ne fait que compiler. Mais ils ont reconnu tout au moins qu'il y avait des irrégularités, c'est tout, c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. À la Cour constitutionnelle. Devant les chefs d'État, tout le monde a reconnu, c'est le point que nous avions fait. Quand vous dites tout le monde, même les gens de l'UNIR, c'est ça? Ils avaient reconnu que
les irrégularités étaient telles que les résultats de ces CELI avaient été laissés de côté en attendant. Voilà, tout le monde l'avait reconnu. Maintenant, qu'il ne veuille pas qu'on fasse, que la CENI fasse des investigations pour voir comment ces anomalies-là se justifiaient, ça c'est autre chose. Effectivement, c'est le point de divergence entre les représentants de CAP 2015 et ceux d'UNIR. Mais est-ce que vous trouvez normal que face à de telles anomalies, qu'on ne cherche pas à comprendre pourquoi? Si je vous dis qu'il y a un taux de participation de 132% quelque part dans une CELI, vous ne trouvez pas normal qu'on aille voir ce qui s'est passé? C'est normal quand même, à moins d'être vraiment de mauvaise foi. Vous avez également beaucoup incriminé la communauté internationale parce que vous avez trouvé qu'elle a été coupable en cautionnant ou en accompagnant par exemple la société civile ou en cautionnant cette élection, puisqu'il vous souvient qu'au lendemain de l'élection, tous les rapports des observateurs de la communauté internationale étaient que tout était bon, cette élection a été saluée. Aujourd'hui, est-ce que vous, au CAP 2015, vous n'êtes pas en train de sentir que la communauté internationale ne vous est pas, le vent ne tourne pas en votre faveur? D'abord, vous utilisez le terme incriminé et je pense qu'il est trop fort. Il est trop fort. Nous avons de bons rapports avec la communauté internationale. Nous discutons avec la communauté internationale parce que nous aspirons à gouverner ce pays et aucun pays ne vit en autarcie. On ne peut développer un pays sans la coopération internationale. Donc il faut que ce soit très clair. Mais je vous ai dit aussi quelque chose tantôt. Je vous ai dit qu'aucun peuple ne doit compter sur la communauté internationale pour faire son job à sa place. C'est très clair. C'est très clair. Ce que nous avons relevé, et je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de 98, la même communauté internationale, au vu de ce qui s'est passé, avait reconnu que les élections étaient sorties de leur cadre. Mais dites-moi, quelle est la différence avec les élections de 2010? Quelle est la différence? C'est exactement pareil. Et je dois dire que nous n'avons pas compris pourquoi. Mais, voyez-vous, je reviens là-dessus et je ne cesserai jamais de le dire. Il faut que notre peuple comprenne. Comme le peuple du Burundi a compris et prend ses responsabilités et se bat sans se plaindre, sans incriminer qui que ce soit. Qui viendra faire à votre place? Personne. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Mais cela n'empêche que ce que nous avons vu d'anormal, que nous puissions le dire. Nous avons vu des choses anormales. Vous avez écouté ici l'ambassadeur d'Allemagne prendre des positions qui ont été reçues comme une gifle par la majorité des Togolais. On ne peut pas se moquer de tout un peuple de la sorte. Et nous avons, en gens responsables, fait la démarche de le rencontrer, d'aller discuter avec lui, de comprendre quelles sont ses motivations. Et nous avons compris, nous nous sommes expliqués. Mais nous avons demandé à ce que désormais on traite ce peuple avec plus de respect. C'est tout. Nous n'avons pas de problème avec la communauté internationale. Aujourd'hui, ce que vous demandez concrètement, c'est qu'elle n'accompagne plus le processus ou qu'est-ce qu'elle est censée faire maintenant? Non, ce qu'elle est censée faire, c'est veiller à l'application des normes et des standards qui sont adoptés, qui sont passés aujourd'hui pour des normes et des standards universels. Est-ce que ce n'est pas ce qu'elle a fait? Si la communauté internationale a salué une élection, c'est parce que pour elle, elle répond aux standards internationaux. Oui, mais dans le même temps, avec la même communauté, quand vous discutez, elle reconnaît qu'il y a des problèmes.
elle reconnaît qu'au-delà de l'observation superficielle de ce qui s'est passé le jour des élections, l'observation de cette démarche purement formaliste qui consiste à cocher des cases. Moi-même, j'ai fait de l'observation électorale et je dois vous dire qu'au bout de 2 expériences, j'ai décidé que je n'en ferai plus. Je n'en ferai plus parce que je ne suis pas de ceux qui acceptent de perdre leur temps. Hein? Donc, aujourd'hui, il faut que, comme je l'avais dit, on remette en cause l'observation électorale. Oui, mais Il justement, faut que lorsque la communauté internationale se dote de textes, il faut qu'elle veille à l'application de ces textes-là, c'est tout. ce qu'elle n'a pas fait dans le cas d'espèce. Nous pensons que si on devait s'en tenir strictement aux normes, eh bien, on devrait reconnaître que l'élection présidentielle du 25 avril dernier est sortie de son cadre électoral, son cadre légal. Vous auriez aimé que cette communauté internationale dise la même phrase qu'elle a dite en 98? Qu'elle reconnaisse, c'est tout. Qu'elle reconnaisse. Mais attention, une fois de plus, nous ne disons pas que c'est elle qui doit faire le travail à notre place. Alors qu'en 98, des organisations de la société civile n'ont pas fait le job pour reconnaître que les élections ont été bonnes. Mais elle n'était pas l'observation électorale nationale, n'était pas encore développée. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que si nous sommes en 2015, où il y a aujourd'hui des procédés pour observer les élections, si la communauté internationale applique ces procédés et reconnaît que telle élection a été bonne, pourquoi vous voulez qu'elle dise le contraire? Qu'elle dise le contraire de ce qu'elle a dit? Oui, de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a observé, de ce qu'elle a fait observer. Tout simplement parce que ces conclusions sont trop hâtives, sont trop superficielles, tout simplement parce que la méthodologie qui a été mise en place et qui est appliquée pour l'observation électorale ne permet pas en réalité de voir si les élections sont des élections démocratiques. Madame Adjamabo, le Togo a voté cette année, beaucoup de pays également ont voté, dont le Nigeria par exemple. Et quand vous prenez la présidentielle du Nigeria, vous avez au moins 80 morts, vous avez également les mêmes problèmes qu'on évoque, mais tout le monde salue cette élection juste parce qu'il y a eu changement de pouvoir. On a fait des élections au Togo, il y a eu 0 mort, et tout le monde dit qu'elle a été une élection frauduleuse, truquée et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quelque part? Non, non, il n'y a pas de paradoxe. Il n'y a pas de paradoxe. Et c'est justement ce que nous relevons aussi. Nous avons l'impression que la communauté internationale a changé de paradigme. Apaisé ici. Oui, on a l'impression que la communauté internationale a changé de paradigme. Et que pour elle, désormais, ce qui compte, ce ne sont pas des élections démocratiques, mais des élections apaisées. Pour peu qu'il n'y ait pas eu de mort, eh bien, ça veut dire que les choses se sont bien passées. Alors que les choses ne se sont pas bien passées. Et je dois dire que si au Togo il n'y a pas eu de mort, c'est parce que CAP 2015 s'est comporté en responsable. C'est que nous nous sommes comportés en responsable et que nous avons tout fait pour empêcher qu'il n'y ait à nouveau des pertes en vie humaine. Nous avons tout fait pour contenir les frustrations. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les élections se sont bien passées. Dernière institution que vous avez incriminé beaucoup d'institutions, mais on va parler aussi de la HAC qui régule les médias. Pour vous, elle n'a pas fait aussi son travail. Quels sont les griefs que vous lui portez? Non, mais chacun a vu, j'imagine que vous aussi, vous avez vu avec moi tout ce qu'il y a eu comme déséquilibre en matière d'accès aux médias. Vous avez vu sur les médias d'État, vous avez le même temps d'antenne. Comment on s'est acharné à mettre une camisole de force à vous là, hommes et femmes des médias, au point que vous ne pouviez même plus bouger. On vous a interdit de dire quoi que ce soit.
des résultats. Moi, je suis avec vous, je suis de votre côté. Je suis du côté de la société civile. Oui, mais nous ne nous plaignons pas de notre situation, nous. Ah ben, alors là, c'est grave. Si vous ne ressentez aucune contrainte, alors il y a des questions que vous devez vous poser. Oui, mais parce que la liberté, c'est le respect de la loi qu'on s'est donnée. Tant qu'on respecte la loi, on est libre. Non, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais il faut quand même laisser cette profession faire son travail. Pas dans l'anarchie. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord, mais nous tous, nous avons vu à quel point on a pris des précautions pour vous empêcher d'apporter votre contribution. Mais nous publions les résultats que la CENI donnait. Ah, d'accord. À compte-gouttes. Pourquoi faut-il que ce soit les résultats de la CENI? C'est elle la seule institution valable à donner les résultats. Savez-vous? C'est elle qui est la seule institution, c'est elle qui est la seule institution valable à donner les résultats. Oui, non, non. Merci. On sait que c'est à la CENI de proclamer les résultats. Oui. Mais pour en revenir aux normes et standards que vous évoquiez tantôt, dans tous les pays, les normes désormais admises sont que les médias peuvent rendre publics les résultats dès l'instant où ils ont été publiés, ils ont été affichés dans les bureaux de vote. Est-ce que vous ne pensez pas ça, on vous a dénié ce droit? Est-ce que vous ne pensez pas que si on veut être réaliste et si on le faisait de cette façon, si vous envoyez par exemple le journaliste à Djarkpanga et vous avez un journaliste à Saint-Cassé qui donne des résultats avec des tendances différentes, est-ce que ce n'est pas de nature à provoquer c'est pour ça qu'il faut traiter les journalistes que oui, mais justement, il faut comme des hommes et des femmes irresponsables. Il faut nous infantiliser. Il faut qu'on ait des résultats uniques et uniformes pour les communiquer. Ah oui. Auprès de l'institution qui est censée donner ces résultats-là. C'est ça. Unique, uniforme et fabriqué. C'est ça. Je n'ai pas dit ça. Absolument. Je n'ai jamais dit ça. Il faut que ce soit les résultats fabriqués qui soient publiés. Absolument. Absolument. Madame, on va continuer cette émission et revenir maintenant au CAP 2015. Aujourd'hui, quand on reprend votre mémorandum, il y a l'ANC, la CDPA, le PSR et UDS Togo. On comprend que Santé du Peuple a claqué la porte. Est-ce que ce n'est pas justement parce que Santé du Peuple ne s'inscrivait plus dans cette démarche de permanente remise en cause des résultats qu'il est parti? Ah ben, je ne sais pas, vous lui poserez la question, hein. Mais moi, j'ai vu l'acte qu'il a posé, les explications qu'il a données, il n'évoque rien de tout ça. C'est pour ça que nous avons tout simplement pris acte de cette démission-là et nous avançons parce que la lutte continue. Ça ne vous fragilise pas? Mais non. Mais non. Parce qu'on a vu avant l'élection, il y a eu des sorties. Et maintenant, juste après, 3 mois après l'élection, il y a encore une sortie. Bien sûr. Oui. Ce qui est important, c'est que ceux qui restent soient déterminés. On apprend aussi que... Il faut bien que des gens continuent. On apprend aussi que UDS Togo est sur... se dirige vers la porte de sortie. Vous n'étiez pas à la J'ai écouté le rapport. On m'a dit qu'ils ont justifié qu'ils ne vont pas sortir. Mais on sait qu'au Togo, les rumeurs deviennent clameurs après. Ah oui? Ben, écoutez, parce que le docteur Kouessan, les rumeurs disaient qu'il était sur le départ. On lui a posé la question, il a dit non. Et quelques jours après, il est parti. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous qui sommes aujourd'hui au sein de CAP 2015, nous sommes déterminés. Nous avons compris que la lutte doit continuer aux côtés de ce peuple qui souffre tant et qui veut se libérer. Et nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts pour travailler avec ceux qui sont de bonne volonté et qui ont la même vision que nous. Voilà, la lutte se poursuit. Vous êtes la présidente du CAP 2015. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de diriger une cocotte minute qui pourrait exploser à n'importe quel moment? En quoi? En quoi cette expression... oui, parce que vous avez des partis qui sortent, c'est-à-dire des gens qui bouillonnent, qui sont là, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui ont envie de prendre, de voler de leurs propres ailes, mais qui veulent sauver l'unité et tout. En tout cas, je parlerai pour la CDPA et je dirais que nous sommes allés librement. Parce que je rappelle que vous êtes aussi secrétaire général de la CDPA. Je suis allé librement. Nous sommes, la CDPA a librement décidé
d'aller vers ce regroupement. Nous avons tout fait pour que CAP 2015 voit le jour. Et aujourd'hui encore, lorsque nous faisons l'analyse de la situation et que nous nous posons la question de savoir comment faut-il poursuivre la lutte, nous arrivons à une conclusion qui revient tout le temps et qu'il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble. Être ensemble, là, vous êtes à 4 seulement. Pour aboutir. Vous êtes seulement à 4. Ah bon, 4, c'est seulement pour vous? Vous avez commencé à 8, vous êtes à 4. Eh bien, 4, ça veut dire beaucoup. Ensemble, c'est tellement difficile à faire. Ah, c'est difficile à faire. Vous avez raison. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile à faire qu'il ne faut pas le faire. C'est difficile à faire et on le fait parce que ce que nous recherchons, c'est l'intérêt du Togo. Nous sommes convaincus à la CDPA que l'heure de la compétition entre partis politiques qui ont pour essence de conquérir le pouvoir, cette heure n'a pas encore sonné. Dans la mesure où les conditions minimales, même de la démocratie, qui permettraient au jeu électoral normal de se dérouler, ne sont pas encore réunies. Donc on n'a pas d'autre choix que de rester ensemble et de nous battre pour instaurer véritablement la démocratie, pour que ce pouvoir soit remis au milieu de cette table et que le jeu puisse se dérouler normalement. Est-ce que le CAP 2015 va survivre à 2015? Oh ben, certainement, je ne sais pas, parce qu'il y a 2015, vous pensez... Oui, vous aviez mis le cap sur la victoire en 2015, vous n'avez pas cette victoire-là. Nous sommes en août, il reste combien de mois pour finir l'année? Est-ce que vous allez survivre? On a mis le cap sur l'alternance en 2015, mais nous étions conscients de ce que l'alternance n'est pas une fin en soi. Et en réalité, nous sommes allés au-delà de l'alternance en 2015. Nous sommes conscients de ce qu'il y a un bout de chemin que les partis devront faire ensemble pour mettre véritablement ce pays sur les rails de la démocratie. Alors, l'alternance, comme objectif, reste valable. Il n'y a rien aujourd'hui qui autorise à remettre en cause cet objectif-là. Et l'engagement que nous avons pris de rester ensemble pour redéfinir les nouvelles règles du vivre ensemble, mettre ce pays sur les rails de la démocratie, cet engagement reste pertinent. Et donc nous sommes là. Donc après et comme le disait aujourd'hui, ce que le représentant de l'UDS Togo nous a dit, c'est que ceux qui pensent que l'UDS Togo s'apprête à sortir de CAP 2015 se trompent largement. Et il leur a dit, il a conclu que l'UDS Togo serait le dernier parti à sortir de CAP 2015. Si jamais ce regroupement devrait se dissoudre. La question n'est même pas à l'ordre du jour. Les gens ont dit ça, mais sont sortis après quand même. Mais non, qui? Santé du peuple. De qui les journalistes lui ont posé la question, il a dit qu'il n'était pas, il n'envisageait même pas partir. 2 semaines après, il est parti. En tout cas, moi, je fais avec ce que j'ai. Je fais avec la réalité que je vois. Et je peux vous dire que la détermination de ceux qui sont restés est intacte. Est-ce qu'après 2015, vous allez changer de dénomination? Mais ça peut... Parce qu'en 2016... En ce qui me concerne, 2015 ne devrait pas être... Pourquoi ça vous pose problème? Je n'ai jamais dit que ça me posait problème. Je vous pose une question parce que vous avez mis CAP 2015. L'objectif, je vous l'ai dit tantôt, un de nos objectifs, c'est l'alternance. C'est CAP sur l'alternance en 2015. Alors aujourd'hui, vous pensez, après le 25 avril, que cet objectif n'est plus pertinent? Non. Il y a eu beaucoup de regroupements de l'opposition avant le CAP 2015 qui n'ont pas survécu après. Pourquoi vous pensez que le CAP 2015 aura plus de chances de survivre? Parce que nous avons conscience de nos responsabilités. Les autres avaient dit la même chose. Qu'il y a à relever les autres avaient dit la même chose. Ah ben, écoutez, les autres sont les autres.
et moi c'est moi, nous c'est nous. Donc vous pensez que ça va survivre? Absolument. Absolument. Beaucoup disent qu'il est très difficile de travailler avec l'ANC. Pourquoi l'ANC en particulier, il est difficile de travailler entre plusieurs partis politiques, hein? Que l'ANC nourrit une telle gourmandise qu'elle veut tout avoir à elle, et donc difficile de travailler avec elle. C'est ce que beaucoup disent en tout cas. Mais en réalité, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est qu'il est difficile pour des partis qui légitimement peuvent ambitionner d'accéder au pouvoir. Il leur est difficile de composer avec d'autres partis. Mais c'est un défi permanent qu'il faut relever. C'est un défi permanent. Alors, de là à tabler là-dessus pour pronostiquer hein, la dislocation de CAP 2015 dans un avenir proche, eh bien, je ne vous suivrai pas. Est-ce que vous-même, en tant que président du CAP 2015, vous avez les coups des franches? Est-ce que vous êtes à l'aise pour travailler? Je travaille. Je fais ce que je dois faire et ce que je peux faire. Je le fais avec les autres. C'est un travail d'équipe. Parce que quand on regarde aujourd'hui le CAP 2015, il n'y a que l'ANC qui est un parti parlementaire. Oui. Les autres n'ont pas de députés. Oui. Donc, est-ce que vous arrivez quand même à imposer vos points de vue, à les faire prendre en compte? À les faire prendre en compte, je préfère. Je préfère cela à imposer. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une dynamique où personne ne peut imposer. Quand il y a des décisions à prendre, on en discute. Hein, on pèse le pour et le contre des options que nous avons et finalement, on prend une décision. Que pensez-vous de Jean-Pierre Fabre? Il a été un bon candidat? Et vous, que pensez-vous de lui? C'est moi qui pose les questions, madame. Mais c'est moi qui l'ai choisi comme candidat. Si je ne pensais pas qu'il était un bon candidat, je ne l'aurais pas soutenu. Sous d'autres cieux, lui. madame, on a vu, par exemple, en Angleterre, après les élections législatives, ceux qui ont perdu ont démissionné de la tête de leur parti et tout. Malheureusement, nous, on ne peut pas se payer ce luxe-là. Parce que le devoir nous exige que nous poursuivions ensemble la lutte. Et je vous dis, c'est une question d'échelle de valeur. Et à la CDPA, nous pensons que tout ce qu'on peut faire comme sacrifice pour que ce pays soit véritablement débarrassé, enfin, de ce système qui est un système séquentenaire. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est un sacrifice qu'il faut faire une fois pour toutes. Et le jeu de la compétition électorale se fera. Jean-Pierre Fabre a fini une tournée européenne il y a quelques jours. Est-ce qu'il vous a dit ce qu'il est allé dire aux partenaires là-bas? Mais bien sûr. Nous sommes entre partenaires. Comment vouliez-vous qu'il garde ce Oui, justement, je vous pose la question pour que vous puissiez nous dire. Bien sûr, il a pris les contacts qu'il fallait. C'était une tournée d'explication, de discussion avec les partenaires. Il a été bien reçu? Absolument. Parce que absolument. Pourquoi pensez-vous? En regardant votre rapport, on voit très clairement qu'aujourd'hui, la communauté internationale, ce n'est pas vraiment la lune de miel entre vous. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Nous sommes très lucides. Très lucides. Nous savons dans quel jeu nous sommes. Et je vous l'ai expliqué. C'est des partenaires indispensables. Et nous les prenons en tant que tels. Voilà. Nous avons de bonnes relations avec ces partenaires. Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson, on va évoquer quelques questions de société pour finir cette émission. Quand vous regardez aujourd'hui au sommet de l'État, on a voté le 25 avril, le président de la République, il est là, mais il y a comme une morosité, les activités ne reprennent pas. Pour vous, comment vous justifiez cela? Eh bien, nous justifions ça justement par le fait que celui qui se dit élu, en réalité, ne l'est pas, il est mal élu.
il est mal élu et ce pays est bloqué. Ce pays, il est bloqué. Aussi simplement que ça. J'espère que chacun en tirera les conclusions et que, enfin, ceux qui s'accrochent tant au pouvoir vont comprendre que ce n'est pas un héritage familial, le pouvoir, c'est un bien commun qui est dévolu selon des règles qui sont des règles établies et qu'il faut suivre. Voilà. Alors pendant ce temps, les Togolais ont encore reçu comme un coup de massue il y a quelques semaines une nouvelle hausse des prix des produits pétroliers. Comment vous l'avez vécu, vous? Ah ben, je l'ai vécu très mal. Je l'ai vécu très mal, comme tout Togolais. J'ai compris que ce pouvoir en place se fout complètement de ceux qu'il prétend gouverner, parce que justement, il sait que lui, ce n'est pas les urnes qui le maintient. Et on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Ça finira par mal se passer. Vous parlez de cette question du prix de l'essence. Il n'y a pas que ça. Regardez tous ces jeunes qui sont sans repère, qui n'ont aucun avenir et à qui on fait miroiter plein d'illusions. On donne l'impression de vouloir résoudre la question de l'emploi, mais rien ne se passe. Rien n'évolue. Et les jeunes sont toujours aussi désespérés. Vous pouvez vous imaginer que en ce moment, il y a des initiatives pour anarquer les jeunes à partir de Facebook d'un certain nombre de personnalités de l'opposition, dont Jean-Pierre Fabre et moi-même, où les gens font miroiter aux jeunes en se présentant, en se faisant passer pour nous, la possibilité de leur trouver de l'emploi à l'étranger contre une somme d'argent. Et je suis étonnée que beaucoup de gens soient tentés de prendre au sérieux ce genre de propositions qui ne sont que des anards. On les met en garde. D'ailleurs, je voudrais profiter de mon passage sur ce plateau pour dire je n'ai pris aucune initiative dans ce sens. C'est de l'anarde. Mais je comprends en même temps le désarroi de ces jeunes qui n'ont aucune perspective ici. Et vous pensez que ce pays va continuer à évoluer comme ça? Vous pensez qu'on va continuer à avoir recours à l'arbitraire comme on le fait pour bâillonner les gens? Aujourd'hui, on a beau dire, on fait des efforts pour que la justice soit réformée, pour qu'il y ait une justice plus indépendante. Voyez vous-même ce qui se passe. Je pourrais vous aligner un certain nombre d'affaires dans lesquelles on voit qu'en réalité, c'est le règne de l'arbitraire qui reprend de plus belle et qui continue. La dernière en date, c'est celle-là de ce monsieur qui est directeur du centre Mitro Nunyan. Depuis quand on peut sanctionner l'épouse de quelqu'un à qui on reproche des activités subversives? Depuis quand on peut lui demander de répondre des actes que son époux aurait posés? Quand même, il ne faut pas exagérer. Voyez le cas de ces détenus politiques qui sont là et qui sont gardés envers et contre tous et contre tout. Ce n'est pas normal, on ne peut pas continuer comme ça. Je ne sais pas si le pouvoir lui-même en a conscience, mais... Et quel regard vous portez sur les initiatives qui sont quand même prises pour résorber la crise, enfin les difficultés? Lesquelles? Il y a quand même beaucoup de choses qui Lesquelles? sont en train d'être faites. Lesquelles? Des fonds qui sont alloués, par exemple la GRICEF, la JCF, et tout ça dans le cadre du FNFI. C'est quand même des solutions. Il n'appartient pas à l'État pour donner un pouvoir d'achat aux Togolais.
Vous pensez que c'est ça qui va durablement donner un pouvoir d'achat? Est-ce que ce n'est pas un début? Vous pensez que c'est ça qui va sortir les Togolais de la pauvreté? Quand même, c'est du bluff. Il faut commencer quelque part. C'est du bluff. Il faut commencer quelque part, mais il faut commencer justement au bon endroit. L'État doit donner l'impulsion. L'État ne doit pas remplacer des ONG. L'État ne doit pas prendre des initiatives qui sont des initiatives qui ressemblent à celles que les ONG mettent en œuvre, mais doit faire en sorte que l'impact de son action bénéficie à tous les citoyens. Et si l'État veut intervenir dans ces domaines-là, il faut que ce soit au moins au niveau de la mise à l'échelle de ce que des expériences qui ont été faites à la base comme des expériences pilotes. L'État ne peut pas se dire, moi je mets un fonds pour 3000 bénéficiaires, donc je résous le problème du chômage. Ce n'est pas de ça qu'on attend de lui. On attend qu'il donne l'impulsion. À chaque acteur son rôle. Mais justement, sur ce plan, on ne voit rien de concret. Je sais que ce n'est pas facile de résoudre les questions d'emploi. On voit comment ces questions se posent avec acuité, même dans les pays les plus développés. Mais justement, nous avons beaucoup de chance, parce que beaucoup de choses sont à faire encore. Et on peut, si on veut résoudre ces problèmes-là, il faut absolument les résoudre. Il faut arrêter de bluffer. Tenez, par exemple, si on veut vraiment développer ce pays, pourquoi est-ce que depuis des années, on refuse de faire des élections locales pour mettre à la disposition des populations, des élus qui sont proches d'elles et qui travaillent au quotidien? Vous voulez régler la question de l'emploi? C'est aussi une façon de la régler, de créer des emplois au niveau des collectivités. On ne peut pas continuer à tromper tout le temps ce peuple. Est-ce que tout n'est pas prioritaire dans le pays, si bien qu'il faut quand même commencer quelque part? Où est-ce qu'on commence, d'après vous? Qu'est-ce que ce pays fait avancer concrètement? C'est-à-dire pour vous, rien n'avance, c'est ça? On tourne en rond. On tourne en rond, je dois vous dire. On tourne en rond, on bluffe, on donne l'impression de travailler, mais en réalité, on ne règle pas les problèmes de fond. Et vous proposez quoi concrètement? Vous savez, monsieur Niaoui, vous savez ce que je pense. Parce que la conclusion qu'il faut tirer, et que j'ai déjà eu l'occasion de tirer plusieurs fois, c'est que ce système a atteint ses limites. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes qu'on retrouve avec des vieilles recettes, avec les mêmes habitudes, des pratiques qui ont même... on peut même dire que ce à quoi on assiste maintenant est pire que ce qui se faisait avant. Il y a une incapacité à faire plus. Donc ce régime doit comprendre. Il doit comprendre et laisser le jeu normal de la démocratie se jouer. Laisser la place à une nouvelle équipe avec une vision différente, quitte à se refaire et à revenir au pouvoir. Autre sujet que je voudrais que nous évoquions rapidement, vous étiez à cette conférence-là de l'association Veille économique qui tirait la sonnette d'alarme sur le niveau exagérément élevé de la dette du Togo. Pour vous, c'est inquiétant? C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que c'est une question que nous avons commencé à la CDPA à nous poser depuis longtemps. On s'est rendu compte que tous ces investissements qui se font dans une certaine opacité. Une opacité totale. On se comporte comme si ce peuple, au nom duquel on s'endette, n'a rien à dire. Lui, normalement, ces questions doivent être débattues. Il faut que le peuple sache quels sont les engagements qu'on prend sur son dos. On
en place, on développe l'infrastructure routière, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que c'est la priorité des priorités au point d'investir dedans au détriment de secteurs qui pourraient être plus productifs? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'équilibrer un peu les choix que l'on fait? Et puis, pendant combien d'années nous allons payer toute cette dette? Pendant combien de générations nous allons devoir payer? Et ce qui est grave, c'est que nous risquons de nous retrouver dans la situation dans laquelle se trouve la Grèce aujourd'hui, où vous arrivez à un niveau où vous ne pouvez même plus contracter aucune dette. Est-ce que c'est une manière responsable de gérer un pays? Il est temps de communiquer là-dessus. Il est temps de lever l'opacité qui entoure cette question. Il y a d'ailleurs pas uniquement la question de la dette. Retournons au prix des produits pétroliers. Nous demandons depuis des années qu'on nous informe sur la structure de ces prix. Vous verrez, c'est une nébuleuse. Ce n'est même pas exagéré de parler de mafia dans la mesure où il y a des intérêts privés, des gens qui s'enrichissent au détriment de tout un peuple. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La gouvernance de ce pays pose vraiment problème. Et c'est pour ça qu'il faut une autre équipe. Madame Adjamagbo, au regard de tout cela, quelle peut être la contribution du CAP 2015 à ce nouveau quinquennat? Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous avons de nombreux défis. Nous avons des défis économiques, des défis sociaux, des défis politiques. Et j'ai remarqué une tendance du pouvoir à donner l'illusion aux populations qu'on peut laisser de côté le défi politique et s'occuper et développer ce pays. Mais on le peut. On ne peut pas. La preuve, c'est qu'ils n'arrivent pas à le faire. Les problèmes sociaux, parlons-en. Parlons-en. Puisqu'ils se maintiennent au pouvoir, qu'est-ce qui les empêche de s'occuper des besoins de santé des populations? Qu'est-ce qui les empêche de répondre aux exigences des fonctionnaires qui ne demandent qu'à vivre un tout petit peu plus décemment? Mais le cœur du problème, c'est la manière dont ce pays est gouverné. Et donc tout est lié. C'est pour ça que nous pensons qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. En même temps que nous nous battons sur le plan politique, nous reconnaissons qu'il est important et nous resterons vigilants. Nous jouerons notre rôle d'opposition pour que ce pouvoir qui s'impose, vaille que vaille, et bien puisqu'il veut être là, qu'il réponde aux besoins des citoyens. Mais nous continuerons à le combattre sur le plan politique et nous savons que nous arriverons à nos fins. Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, c'est votre mot de fin. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, également présidente du CAP 2015. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité sur ce plateau. Et c'était fort intéressant, la discussion que nous avons eue. Merci beaucoup, madame. Voilà qui met fin à un œil sur l'actualité de ce jour. Merci à l'équipe technique qui était autour de la réalisation de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve le dimanche prochain.